C'est pas ma faute, Pietro. Je t'avais dit que je l'aimais, je l'aime. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais confiance en lui. J'ai confiance en lui, ma fille lui appartient. Tu n'es qu'une putain. Tu avais confiance en lui. Mais qu'est-ce que tu as fait de notre honneur? Tu es encore plus abject qu'une putain. Tu oses relever la tête devant moi? Tu oses me parler de ton déshonneur avec fierté? Je te méprise. Je l'aime encore de toutes mes forces. Tiens, ça t'apprendra à dire des grossièretés. Ah, si je pouvais, j'irais le rejoindre tout de suite pour rester toujours auprès de lui. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'une putain, voilà ce que tu es. Ma fille lui appartient, je l'aime. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Non. Je devrais te tuer. Bien trop. Ça suffit. Elle n'a même pas honte de ce qu'elle a fait. C'est une putain. Ma sœur est une putain. C'est la dernière des putains. Elle a déshonoré notre famille. Cet enfant de salaud a volé notre honneur, l'honneur de notre famille. Si toi tu veux rester là, ne rien faire et te taire, alors moi je vais aller venger l'honneur de Venucci. Je vais le tuer. Putain, sale putain. Non, non, Pietro, ne fais pas ça. Lucrezia! Viens ici. Tu n'es qu'une putain! Quoi? Arrête! Emmène-moi chez Gelder, et vite! Beppo! Beppo! Enfant de salaud! Tu as menti à ma sœur! À cause de toi, elle est devenue une putain! Tu as insulté ma famille! Tu nous as déshonorés! Sors! Viens ici! Je veux venger mon honneur! Viens, Thomas, espèce de salaud! Attention, il y a un couteau. Viens ici! Il a un couteau! Reculez-vous! Attention, il est complètement fou! Allez, Beppo, donne-lui une bonne leçon! Allez, vas-y, Beppo! Rends-moi ce que tu m'as volé! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Beppo? Ce n'est qu'un voleur, un traître, il me le paiera. Sale porc! Oh, 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 oh. Reculez-vous. Je vais ouvrir. Je le tuerai de mes mains, je le tuerai.
Rien de particulièrement intéressant, Lestrade? Non. Non, rien de particulier. Alors, si vous nous en parliez. Puisque vous me le demandez, Monsieur Holmes, je ne vois aucune raison de cacher une affaire assez mystérieuse. Les premiers faits de cette affaire remontent il y a 4 jours. Un certain Morse Hudson a un magasin où il vend des tableaux et des statues dans Kennington Road. Mais ce qui s'est passé la nuit dernière est plus sérieux et surtout beaucoup plus étrange. Un cambriolage. Exactement. La maison du docteur Barnicott a été cambriolée. Ce buste était un des 2 bustes que le docteur Barnicott avait acheté chez Morse Hudson. Il en avait mis un chez lui et l'autre dans son cabinet, à 3 kilomètres de sa demeure. Plus tard, la même nuit, Voilà qui sort de l'ordinaire. ouais, je savais que ça vous intéresserait. Quoique, à mon avis, cela relève plus des talents du docteur Watson que des vôtres. Un malade? Je dirais plutôt un fou. Et un fou peu ordinaire. Il est quand même difficile d'imaginer que quelqu'un vivant à notre époque éprouve une telle haine pour Napoléon. Oh, en réalité, il n'y a aucune limite aux possibilités de la monomanie. Voyez-vous, il existe un état que les psychologues modernes ont appelé une idée fixe. Si quelqu'un devient obsédé par, disons, une injustice commise contre un de ses ancêtres pendant les guerres napoléoniennes, il peut avoir une idée fixe. Et sous son influence, il peut être capable de faire des choses tout à fait insensées. Mon cher Watson, votre idée ne vaut rien. Quelle est votre explication alors? Bon, je n'en ai pas, en fait. Tiens, vous voyez. J'ai seulement observé que ce monsieur agit avec une certaine méthode dans sa folie excentrique. Par exemple, dans la maison du docteur Barnicott, pour ne pas risquer de réveiller la famille endormie, le buste a été emporté dehors pour y être brisé, mais dans son cabinet, où il n'y avait aucun danger, le buste a été brisé à l'intérieur. Si je vous en ai parlé, c'est parce que je sais que d'habitude, vous êtes attiré par ce qui est hors du commun, même quand l'affaire est insignifiante. Oh, rien n'est insignifiant, Lestrade. Certaines de mes plus grandes affaires ont eu pour début des détails insignifiants. Oui, cette terrible affaire de la famille Abernethy. Je n'oserais pas qualifier l'élimination de toute une famille d'insignifiant. Watson, ayez la courtoisie de lui expliquer. Moi? Eh bien, l'importance de l'affaire est apparue à Holmes quand il a remarqué à quelle profondeur le persil s'enfonçait dans le beurre par temps chaud. Ah. Vous voyez donc que je ne souris pas devant vos 3 bustes, Lestrade. Et au contraire, je vous serais reconnaissant de me tenir informé de la suite des événements. Écoutez ça, Holmes. Venez tout de suite au 131 Pitt Street, Kensington, Lestrade.
Que nous veut-il? Bon, il peut s'agir de n'importe quoi, mais je crois que ça doit être la suite de l'histoire d'hier soir. Vous vous souvenez de mon idée fixe. Et finissez votre café. Il y a un fiacre en bas qui nous attend. 2 minutes. Watson, il s'agit au moins d'une tentative de meurtre. Il n'y a que ça pour retenir les jeunes porteurs de messages de Londres. Le cou tendu et les épaules de ce garçon laissent présager de la violence. Lestrade va nous le dire très vite. Regardez ça, Watson. Les marches du bas sont toutes mouillées alors que les autres sont sèches. Il y a beaucoup d'empreintes de pas. Oui, mais de qui? C'est l'affaire des bustes de Napoléon qui continue, messieurs. On en a brisé un autre. Oh, malheureusement, cette histoire prend une tournure plus sérieuse. Suivez-moi. Monsieur Harker, permettez-moi de vous présenter Monsieur Sherlock Holmes et le Dr Watson. Monsieur Horace Harker de l'Agence centrale de presse. Merci d'être venu, messieurs. Veuillez pardonner mon agitation. Vous n'avez rien à vous faire pardonner, monsieur Harker. Trouver un cadavre devant sa porte est toujours déconcertant. Vous lui avez dit? Je ne lui ai rien dit. Si vous nous racontiez exactement ce qui est arrivé. Une chose extraordinaire. J'ai passé toute ma vie à chercher des informations sur les autres, et le jour où il m'arrive une histoire que je pourrais raconter, je suis incapable d'aligner 2 mots de suite. Si j'avais été un journaliste qui suis entré ici pour faire son travail, je me serais interviewé moi-même, et j'aurais eu 2 colonnes dans tous les journaux de Londres. Au lieu de ça, je me prive de toute information valable en acceptant de raconter encore et encore mon histoire à des tas de gens différents. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu parler de vous, monsieur Sherlock Holmes. Et si vous arriviez à expliquer cette mystérieuse affaire, je serais largement récompensé d'avoir pris la peine de vous raconter mon histoire. Une grande partie de mon travail de journaliste s'effectue la nuit dans mon antre. C'est une pièce à côté de celle-ci. Quelquefois, il arrive que je travaille jusqu'au matin. Je crois que c'est un moment que je revivrai longtemps dans mes rêves. Savez-vous qui est la victime? Pas encore. Mais vous pouvez voir le corps à la morgue, si vous voulez. Où aviez-vous acheté votre buste, monsieur Harker? Chez Monsieur Hudson, dans Kennington Road.
Savez-vous ce qu'est devenu le buste? L'officier en faction vient de me dire qu'on l'a trouvé dans le jardin d'une maison vide dans Campton House Road. J'allais justement y aller. Voulez-vous venir? Dans un moment, Lestrade. Eh bien, ou notre visiteur avait de très longues jambes, ou c'était quelqu'un de très sportif. Avec l'espace qu'il y a, ça n'a pas dû être facile d'atteindre le rebord, de se hisser dessus pour ouvrir la fenêtre. Monsieur Harker, venez-vous avec nous voir ce qui reste de votre buste? Il faut au moins que j'écrive quelques lignes, quoique je sois sûr déjà que toute la presse de Londres raconte mon histoire et avec force détail. C'est bien ma chance. Vous rappelez-vous le jour où la tribune s'effondra aux courses de Doncaster? J'étais le seul journaliste qui ait vu toute la scène. Et mon journal a été le seul journal qui n'a pas publié de compte-rendu parce que j'avais été trop choqué pour écrire un seul mot. Et maintenant, je suis déjà en retard pour un crime qui a été commis devant ma porte. Alors, Nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais il y a un fait révélateur. Le voleur n'a pas brisé le buste dans la maison ou près de la maison. Peut-être qu'il a été tellement dérangé et tellement gêné par l'homme qu'il a rencontré qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. il doit y avoir du vrai, mais alors pourquoi a-t-il choisi de le casser à l'extérieur de cette maison en particulier? Elle est vide. Il savait donc qu'il ne serait pas dérangé. Mais il y en a une autre qui est vide et devant laquelle il est passé pour venir ici. Pourquoi l'avoir cassée ici? La lampe. Oh, mais oui, vous avez raison. Ah bon, on est bien avancé. Holmes. Rappelez-vous ce fait et classez-le. Il se peut que plus tard, nous en ayons besoin, mais pour l'instant, avant de nous séparer, je suggère que nous fassions ensemble une dernière visite. Où cela? À la morgue. Pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose pour l'identifier. Il était pauvrement vêtu, mais apparemment, ça n'était pas un ouvrier. Quel que soit le responsable de cette blessure, son travail est effrayant. C'est à cause de l'arme utilisée, un couteau avec une lame en dents de scie. Et je ne sais pas encore s'il appartient à l'assassin ou à l'homme qu'on a assassiné. Rien dans ses poches qui permette de l'identifier. Pratiquement rien. Et si jamais ça vous intéresse, monsieur Holmes... Pardonnez-moi, Lestrade, voulez-vous? Je contemplais le seul mystère que moi-même je ne peux résoudre. La mort. Je vous en prie, continuez. Comme vous le voyez, il n'avait que peu de choses. Une pomme, de la ficelle, un petit plan de Londres et une photographie. Un morceau de la photographie s'est déchiré. Regardez. Ça a quelque chose de simiesque. C'est diabolique. Que comptez-vous faire maintenant, Lestrade? La meilleure façon de procéder, à mon avis, c'est d'identifier avant tout le mort. Quand nous saurons qui il est et qui il fréquente, alors ce sera un bon départ pour découvrir qui l'a tué sur le fronton de la maison de M. Horace Harker.
Vous êtes de cet avis, monsieur Holmes? Je suis certain que ce n'est pas de cette façon que je m'y prendrai. Et de quelle façon? Je ne veux pas vous influencer, Lestrade. Je vous suggère d'enquêter à votre manière et moi à la mienne. Ensuite, nous comparerons nos résultats, qui se compléteront, j'en suis sûr. Mais si vous allez du côté de Pitt Street, je vous serais reconnaissant de dire à monsieur Harker que j'ai acquis une certitude presque absolue dans cette affaire. Je suis certain que c'est un fou dangereux, à tendance homicide et à hallucination napoléonienne qui était chez lui la nuit dernière. Ça l'aidera pour écrire son article. Vous n'y croyez pas sérieusement, Holmes? Oh, peut-être que si, mais peut-être que non. En tout cas, je suis sûr que ça fera plaisir à M. Horace Harker et aux abonnés de l'agence centrale de presse. Je vous serais aussi reconnaissant, Lestrade, si vous pouviez venir à Baker Street ce soir à 6 heures. Jusque-là, je voudrais conserver la photographie trouvée dans la poche du mort. Oh, monsieur Holmes, ça peut être un indice vital. C'est évident, sinon ça ne m'intéresserait pas. Bonne chance, Lestrade. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on paye des impôts, quand le premier venu peut entrer chez vous et briser ce que bon lui semble sous votre nez. C'était un authentique chef-d'œuvre, messieurs, qui venait d'une copie en marbre de la tête de l'empereur réalisée par le sculpteur divine. Connaîtriez-vous, par hasard, l'œuvre de ce grand artiste? Mais ça va de soi. Mais vous, de votre côté, connaîtriez-vous l'homme qui est sur cette photographie? L'homme qui est sur cette photographie? Oh, mais ça va de soi, oui, monsieur Holmes. Il s'appelle Beppo. Beppo? Oui, c'est un de ces Italiens qui n'a pas de travail régulier, qui s'est parfois rendu utile dans le magasin. Oh, il savait un peu graver, faire un cadre et dorer. Je l'avais pris au magasin il y a une dizaine de jours. Mais il n'est resté qu'une semaine. Et tout à coup, il a disparu. Il n'est même pas venu toucher ses gages. C'est peut-être lui le responsable de toute cette casse. Le responsable de toute cette casse? Oh, le responsable de toute cette casse! C'est une conspiration internationale, j'en suis sûr, messieurs. Un complot nihiliste. Je les appelle des républicains rouges. Oui. Qui, à part un anarchiste, aurait pu briser ces bustes? Ont-ils brisé tous ceux que vous avez vendus? Briser tous ceux que j'ai vendus? Difficile à dire. Il y a les 2 qui m'ont été achetés par un médecin et un 3e qui était ici. Ce qu'il était devenu des 3 autres, ça je l'ignore. 3 autres? Donc il y en avait 6 au départ, c'est ça? 6 au départ? Oui, oui, c'était un lot de 6. Je les avais commandés chez Gelder et compagnie à Stepney. Ce sont des gens qui font très bien les moulages. Avez-vous les noms et adresses des autres acheteurs? Non, les registres, monsieur Holmes, sont confidentiels. Monsieur Hudson, si votre théorie est vraie, ne croyez-vous pas que l'on doit prévenir vos clients de ce dangereux complot? Et qui pourrait mieux le faire que monsieur Sherlock Holmes? Ah, monsieur Sherlock Holmes. Oui, très juste en effet. Oui, la ville est endormie, mais nous devons rester vigilants. Suivez-moi, messieurs. Voilà, monsieur Josiah Brown de Chiswick et madame Sandford de Reading. Madame? Oui. Monsieur Hudson, est-ce que vos 2 bustes étaient différents des 4 autres? Différents des 4 autres? Non, non, ils étaient tous identiques et ils ont tous la même magnifique décoration que j'avais spécialement commandée. Je vois. Et mis à part cette décoration, est-ce que vos 6 bustes étaient semblables aux autres? Semblables aux autres? Eh bien, je suppose que oui. Mais à votre place, j'irai chez Gelder et compagnie et je leur poserai la question en personne. Excellente idée. Un instant, messieurs, un instant. Quand vous verrez le directeur, voulez-vous avoir l'amabilité de le prévenir de ma part qu'il y a conspiration? Avec tous les bustes qui sont entreposés dans leurs locaux, les républicains rouges auraient de quoi faire, non?
D'ordinaire, nous vendons les bustes sans aucune décoration. Mais M. Hudson n'a voulu que tout l'uniforme soit peint. Nous avons respecté ses désirs et obtenu un résultat plus que satisfaisant. Toutefois, en ce qui concerne la construction, il n'y a aucune raison pour que les 6 Napoléons que nous lui avons livrés soient différents des centaines d'autres que nous faisons. Vous voyez, les 2 moulages sont assemblés et ensuite nous y coulons du plâtre pour faire le buste complet. Et c'est solide? Solide? Oui, bien sûr. Il faut que ce soit solide. On les place ensuite dans une pièce spéciale pour qu'ils sèchent, après quoi on les entrepose. Ici, le prix gros est de 6 shillings, mais le détaillant les revendra 12 ou plus. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle quelqu'un voudrait les détruire. Ou commettre un meurtre? Un meurtre? Donc, votre intérêt sur la façon de faire les moulages avait une raison plus secrète. Monsieur Mandelstam, j'aimerais savoir si vous reconnaissez l'homme qui est sur cette photographie. Oh, scélérat. Oui, je le reconnais, oui. Ici, ça a toujours été un établissement respectable. Et la seule fois où nous avons eu affaire à la police, c'était à cause de ce personnage. Il y a environ 1 an, il a donné un coup de couteau à un autre Italien dans la rue. Et il a couru jusqu'ici avec la police sur ses talons. Ce ne serait pas Beppo, par hasard? Beppo, oui. Mais je n'ai jamais su son nom de famille. Mais ça m'apprendra à donner du travail à un homme qui a une tête pareille. Mais c'était un bon ouvrier, un des meilleurs. Vous pourriez vous rappeler exactement quand il a été arrêté? Je vais regarder dans le livre de paye, c'est facile. D'après les registres de Morse Hudson, vous lui avez vendu 6 Napoléons le 3 juin de l'année dernière. C'est juste, oui, c'est tout à fait juste. Et Beppo a touché sa dernière paye le 21 mai de cette même année. Alors il a certainement été arrêté la semaine suivante ou peu après. Je suppose que la police pourrait vous donner des détails plus précis. La victime, un jeune Italien, a survécu et Beppo a été condamné à 1 an de prison. Il y a un de ses cousins qui travaille ici. Vous voulez peut-être lui parler? Non. Non, il ne faut pas que ce cousin soit au courant de quoi que ce soit. Cette affaire est très importante, et plus j'avance, plus je suis convaincu de son importance. Oui, oui, je vois. Je me disais seulement que son cousin pourrait savoir quand Beppo doit être relâché. Monsieur Mandelstam, si mes suppositions sont correctes, votre ami Beppo est sorti de prison il y a au moins 11 jours. Oh non, ce n'est pas vrai. Ah ah, Watson, Harker a appâté le piège pour nous. Que voulez-vous dire? La presse est une institution de grande valeur pour celui qui sait l'utiliser. Attentat à Kensington, le crime d'un fou. Très ingénieux, Holmes. Merci, Watson. Que voulez-vous? Vous me C'est comme surprendrez ça, mon cher toujours. Watson. Tiens, Lestrade. Monsieur Holmes, docteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, où en êtes-vous, monsieur Holmes? Ah, nous avons eu une journée des plus chargées, mais assez fructueuse, je crois. J'ai reconstitué le chemin suivi par chacun des bustes. Les bustes. Bien sûr, vous avez vos méthodes, monsieur Sherlock Holmes. Ce n'est pas à moi de les critiquer, mais je crois que ma journée a été plus fructueuse que la vôtre. J'ai identifié l'homme qui a été tué. Splendide. Qui est-ce?
Pietro Venucci, le fils d'un respectable marchand italien, mais qui appartient à une société politique secrète. Les anarchistes rouges? Vous avez vu Morse Hudson, n'est-ce pas? Mais continuez, Lestrade. Je fais allusion, bien sûr, à la mafia, qui force les gens à lui obéir en les menaçant de les assassiner. Il est évident que notre assassin enfreint les règles de la mafia et que Pietro a été lancé sur ses traces, probablement avec cette photographie, pour aider à identifier la victime. Ils se rencontrent, mais Pietro, dans la bagarre, se fait blesser et il en meurt. Très brillant, Lestrade, mais je ne vois pas de quelle façon vous expliquez la destruction des bustes. Oh, les bustes! Mais c'est une véritable idée fixe chez vous, ces bustes, c'est rien du tout. Rien qu'un larcin, 6 mois tout au plus. Non, non, non. Non, un meurtre, ça représente quelque chose. Et croyez-moi, cette fois, je tiens tous les fils dans ma main. Quelle est l'étape suivante? Eh bien, nous avons un inspecteur qui est un spécialiste du quartier italien. Je vais y aller avec lui, trouver l'homme de la photographie que vous avez et l'arrêter pour meurtre. Qu'en dites-vous, monsieur Holmes? Voulez-vous venir avec nous? Je crois que non. Je pense que Chiswick est une meilleure adresse pour le trouver. Chiswick? Si vous et vos hommes venez avec nous à Chiswick ce soir, j'irai avec vous dans le quartier italien demain et je ne crois pas que ce retard entrave la marche de la justice. Vous devriez dîner avec nous et ensuite vous reposer sur le sofa. Quelques heures de sommeil nous feront du bien. Je n'ai pas l'intention de partir avant 11 heures et je crois que nous ne serons pas de retour avant le matin. Mais, monsieur Holmes... En attendant, j'ai une lettre à envoyer en express par un messager. Madame Hudson! Madame Hudson! Chiswick? Ce n'est pas une chose à faire, Lucrezia. J'ai déshonoré la famille. Je veux mourir. Je suis le chef de la famille. C'est à moi de décider. Papa! Non, 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 non. Oh là. Oh bah. Ah. Il est 11 heures, tout le monde debout. Réveillez-vous, Lestrade. Watson, je crois que vous avez été trop généreux avec le porto. Et vous avez été avare d'informations. Notre fiacre vient d'arriver. N'oubliez pas votre arme, Watson, et prenez aussi des couvertures. Cette expédition ne serait pas inspirée par votre idée fixe, par hasard? Idée fixe? Oui, ces bustes en plâtre. J'ai un grand espoir, Lestrade. En fait, je parierai à 2 contre 1 que si vous venez avec nous, vous pourrez arrêter l'assassin avant le lever du soleil. Je ne parie pas avec vous, monsieur Vous Holmes. n'avez rien à perdre pourtant. Excepté une nuit de sommeil. Watson, si vous attrapez froid, c'est votre faute. Vous avez oublié les couvertures. Je suis désolé, Holmes. Il est 2 heures.
Oui. On ne peut pas fumer, bien sûr. Non. Ouais, non, c'est ce que je pensais. Vos hommes sont en position. Oh. Vous en voulez, Lestrade? Watson, ce n'est pas le moment. Il fallait y penser un peu plus tôt. Regardez! C'est ce à quoi vous vous attendiez. Il s'appelle Beppo. Joli nom pour un âne. Il ressortira par la porte de derrière. Mais comment le savez-vous? Parce que toutes les autres portes sont fermées. Hein? Oh, Seigneur, il est brisé. Monsieur Josiah Brown, je suppose. Oui, monsieur, et vous devez être monsieur Sherlock Holmes. J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait porter par ce messager, et j'ai fait exactement ce que vous vouliez. J'ai suivi vos instructions et fermé toutes les portes à clé pour qu'il ne puisse sortir que par derrière. Je suis heureux de voir que vous avez arrêté ce voleur. J'espère, messieurs, que vous allez me permettre de vous offrir un verre pour vous réchauffer. Non, merci, monsieur Brown, mais il est très tard. Bonne nuit. Oh, bonne nuit. Venez, Watson, nous n'avons pas fini. Pas fini, mais pas fini quoi? Lestrade, si vous venez nous voir à Baker Street ce soir vers 6 heures, j'espère pouvoir vous démontrer que vous n'avez pas saisi tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Bon, en tout cas, je sais que ma théorie sur la mafia est toujours valable, monsieur Holmes. Bonne nuit, Lestrade. En route, monsieur. Baker Street, je vous prie. Et maintenant, Watson, je vais vous donner la solution universelle de presque tous les problèmes. Et quelle est-elle, Holmes? Le sommeil. Buongiorno. Dans une affaire comme celle-ci, chaque détail est important. Voilà, signor Holmes. Grazie, signor. Bonjour, Watson. Étant donné que le directeur de Gelder et compagnie était le principal responsable de l'arrestation de Beppo, nous considérons que ces bustes brisés sont l'expression de la revanche d'un homme désespéré. Il est fort probable que ces actes insensés de violence soient allés à l'encontre du code de conduite de la mafia et aient conduit à l'assassinat du jeune Venucci. Voilà. Je crois qu'il y a là-dedans tous les détails dont vous parliez la nuit dernière. Oui ou non, monsieur Holmes? Holmes! Oui, Watson.
Que pensez-vous de la théorie de l'estrade? Je suis sûr qu'elle est digne d'intérêt, mais je dois vous dire que je ne l'ai pas écoutée. Pardonnez mon inattention, l'estrade, j'ai eu une nuit assez courte. Ah, vous croyez que la mienne a été longue? Entrez. Est-ce que Monsieur Sherlock Holmes est là? Veuillez excuser mon retard, mais le train est le seul fautif. Peu importe, peu importe. Avez-vous apporté l'objet? Mon ami et collègue, le docteur Watson et l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, vous pouvez parler devant eux. Messieurs, vous disiez dans votre télégramme que Monsieur Hudson vous avait donné mon adresse. Monsieur Sanford de Reading? Exactement, je suis enchanté. Mais ce sont ces bustes, encore une fois. Très juste, Lestrade. Est-ce qu'il vous a dit aussi combien ma femme l'avait payé? Non, il ne me l'a pas dit. Eh bien, monsieur, je suis un honnête homme, quoique je ne sois pas très fortuné. Elle ne l'a acheté que 15 shillings. Je crois qu'il fallait que je vous le dise avant de prendre les 10 livres que vous m'offriez dans votre télégramme. Oh, vos scrupules vous font honneur, monsieur Sandford, mais j'ai fixé mon prix, je compte m'y tenir. Merci, monsieur Holmes, vous êtes un gentleman. Votre buste, monsieur. Vous savez, ma femme a toujours prétendu qu'il y avait une certaine ressemblance entre ma modeste personne et l'empereur. J'avoue que je ne suis pas de son avis. Le 6e Napoléon. J'ai contacté monsieur Sandford par télégramme ce matin. Maintenant, si vous voulez bien signer ce papier en présence de témoins, il y est simplement dit que vous me cédez absolument tous les droits que vous avez sur ce... J'en suis ravi, monsieur Holmes. Ravi, ravi, ravi. Je suis méthodique et prudent. On ne sait jamais quelle tournure peuvent prendre les événements. Voilà les 10 livres convenus et je vous souhaite le bonsoir, je vous remercie monsieur Sandford. infiniment, monsieur Holmes. Bonsoir, messieurs. C'est très généreux à vous. Encore merci, monsieur Holmes. Merci et bonsoir. Je vais vous demander, messieurs, de m'accorder la plus grande attention. Permettez-moi, messieurs, de vous présenter l'objet le plus précieux du monde. La célèbre perle noire de Borgia. Oh, bravo, Holmes, bravo! Oh, oh! Oh, ce tour de magie est un des plus réussis que je n'ai jamais vu. Oh, je n'en crois pas mes yeux. La perle de Borgia avait disparu depuis que le prince de Colonna l'avait perdue dans sa chambre à l'hôtel d'Acre, il y a environ 1 an. Vous vous rappelez peut-être, Lestrade, que l'on était venu me consulter quand elle a disparu. Approchez et regardez. Au moment où le nom de Venucci est apparu dans cette affaire, j'ai immédiatement été intrigué. La femme de chambre de la princesse de Colonna était italienne et s'appelait Lucrezia Venucci. Les soupçons se portèrent sur elle. Il fut prouvé qu'elle avait un frère à Londres, mais impossible d'établir un lien de complicité entre eux. Beppo était ce lien. Il avait courtisé Lucrezia Venucci pendant quelque temps. Comment avez-vous eu ça? Papa Venucci. Ah, je vois.
Quand la famille Venucci décida de voler la perle noire, ils se servirent de Beppo comme agent de liaison entre le frère et la sœur. Beppo glana suffisamment de renseignements pour exécuter le vol tout seul et filer avec la perle. Pietro Venucci, le frère, le rattrapa devant l'atelier de chez Gelder. Beppo le poignarda et ensuite il fonça dans l'entrepôt et se réfugia dans la salle de séchage. Il savait qu'il ne disposait que de quelques instants pour cacher la perle ou que sinon on la trouverait sur lui quand il serait arrêté. Parmi tous les bustes de plâtre en train de sécher qu'il avait fait dans la journée, il y en avait 6 qui étaient marqués et réservés pour M. Hudson. La base de l'un d'entre eux était encore molle. C'était une admirable cachette. Aussitôt que Beppo sortit de prison, il se débrouilla pour se faire engager par M. Morse Hudson et il se mit à la recherche des 6 autres bustes en question. Il trouva et détruisit 3 d'entre eux. Mais la nuit où il allait voler celui de Harker, Pietro Venucci, désirant se venger, l'intercepta et, cette fois, Beppo lui trancha la gorge. Il ne restait que 2 bustes. Il était facile de deviner qu'il commencerait par celui de Londres. D'où notre visite à Chiswick. Exactement, Watson. Ensuite, il n'y avait plus que Reading qui avait un buste. Je l'ai acheté devant vous à son propriétaire. Et le voilà. Eh bien, Monsieur Holmes, je vous ai vu résoudre beaucoup d'affaires mystérieuses, mais je crois que je n'ai jamais vu un homme avoir autant de génie que vous en avez. Nous ne sommes pas jaloux de vous à Scotland Yard. Non, nous sommes fiers de vous. Et si un jour vous veniez nous rendre visite, il n'y aurait pas un seul d'entre nous, du plus vieil inspecteur au plus jeune de nos policiers, qui ne serait heureux et honoré de vous serrer la main. Merci. Merci. Voulez-vous aller chercher le dossier du faussaire Singleton, je vous prie, Watson? Au revoir, Lestrade. Si vous aviez le moindre problème, venez me voir, je serais heureux de vous donner un conseil ou 2 pour le résoudre. C'est fini, Lucrezia.
Thank you.